pense qu'on va être prêt pour débuter. Fait que de ce pas, déjà, Jean-Philippe Racine, président de CyberSwat, je vous souhaite bienvenue à ce webinaire portant sur la cybersécurité et l'assurance en cyberrisque, qui est fait en collaboration avec PM Terroir. Et ben pour débuter le tout, on va faire un bref tour de table. Et ben dans un premier temps, je crois qu'il y a Marc-Étienne qui va pouvoir nous présenter aussi PM Terroir. Fait que je te cède la parole, Marc-Étienne. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Effectivement, c'est moi, Marc-Étienne, directeur du placement chez PM Terroir que vous avez avec vous ce midi, et non pas Madame Sonia Jacques. Là, il y a eu un petit empêchement de dernière minute, mais écoutez, ça me fait plaisir d'être là ce midi, et je vais vous présenter rapidement là, un petit peu là, qui est PM Terroir. Donc, c'est en collaboration avec CyberSwat qu'on vous accueille pour ce webinaire aujourd'hui là, pour spécifiquement pour les entreprises de services. Peut-être juste commencer avec c'est qui PM Terroir. Après ça, on présentera nos deux autres collègues spécialistes en cyber. Donc, PM Terroir, c'est une entreprise de Québec qui est maintenant jeune de 90 ans. Donc, plus spécifiquement, le nom PM Terroir est arrivé avec une fusion en 2003, la fusion du groupe PMT et des assurances Rémy-Roy en 2003, mais ça datait vraiment, là, les rois sont dans l'assurance là, depuis plus de 90 ans maintenant. Donc, une belle entreprise québécoise pour lesquelles je suis fier de travailler depuis maintenant 18 ans. Aussi, PM Terroir, c'est quoi? C'est plus de 280 employés. C'est un siège social qui est ici dans la ville de Québec et 15 succursales à travers la province. Et on représente plus de 50 assureurs, dont 20 assureurs qui ont des possibilités d'assurance en cyber. Donc, bien sûr, la protection du patrimoine de notre clientèle, c'est notre première priorité, bien sûr. Et aussi de donner des services justement à cette clientèle-là pour s'outiller. Et c'est le but du webinaire d'aujourd'hui. Peut-être juste revenir rapidement. On va commencer bien sûr avec la présentation de Jean-Philippe, mais on a également Bruno-Pierre Boudreau et Judith Bilodeau qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, c'était juste la petite intro que je voulais faire. Donc, sans plus tarder, Jean-Philippe, je te cède la parole. On commence dans le vif du sujet. Merci. Oui, ben, Bruno Pierre, est-ce que tu pourrais te présenter? Qu'est-ce que tu fais chez PM Terroir exactement? Oui, ben dans le fond, pour me présenter, ben moi je suis chez PM Terroir en termes de courtier d'assurance des dommages en cyber et produits spécialisés. Puis je fais ce métier-là depuis 5 ans, puis j'ai toujours été un adepte de l'informatique depuis mon plus jeune âge. Alors, supposé que je suis quand même très, très à l'aise du côté cyber, puis du côté de l'assurance, c'est sûr que par rapport à mon expérience, bien c'est sûr que de mon côté, du côté spécialisé en cyber, je suis très à l'aise avec tout ce qui est du côté produit informatique. Et c'est pas mal ça ma présentation. Puis je vais laisser à ma collègue Judith Bilodeau, se présenter aussi. Bien, pour dîner tout le monde, effectivement, Judith Bilodeau, je suis courtier également chez PM Terroir en cyber et produits spécialisés. Donc, on s'occupe de la INO, de la DNO, mais également principalement de la cyberassurance. Pour ma part également, ça fait plus de 5 ans là, que je suis dans le domaine, donc c'est avec plaisir là, qu'on va vous présenter cette police d'assurance qui est un petit peu méconnue. Parfait. Merci bien, Bruno et Judith. Et là, peut-être juste me confirmer, est-ce que vous voyez bel et bien mon écran en ce moment? Oui, parfait. Je vais enchaîner maintenant, en fait, pour vous expliquer un peu le déroulement du webinaire. Je vais faire une introduction en lien avec justement les risques en cybersécurité. Par la suite, on revient à Bruno, Pierre, Judith qui vont expliquer comment l'assurance en cyberrisque peut venir justement atténuer ces risques-là. Et par la suite, je vais pouvoir conclure avec certains trucs et astuces en cybersécurité et également donner plus d'informations sur le partenariat maintenant qui est entre CyberSwat et PM Terroir et expliquer quels avantages les clients de PM Terroir actuels et futurs
futur vont pouvoir tirer avantage de la cybersécurité et, dans le fond, des avantages du côté de groupe CyberSwat. Et ben de ce pas, pour ceux qui me connaîtraient pas, moi ben je l'ai mentionné, président de groupe CyberSwat, c'est moi qui ai fondé l'entreprise il y a maintenant plus de 7 ans. Spécialiste en cybersécurité depuis longtemps, suivant un piratage informatique que j'ai subi en 2001. Et ben nous, notre mission est vraiment de protéger l'humain à l'ère du numérique. Le moyen qu'on a pris, c'est d'aider les entreprises plus directement pour multiplier notre impact. J'ai de mon côté, j'ai fait plusieurs formations, même une maîtrise dans le domaine, et on est maintenant une vingtaine d'entreprises réparties un peu partout au Québec. Et par contre, comme PM Terroir et Marc-Étienne le mentionnaient, notre siège social est à Québec, mais on peut intervenir partout. Et maintenant, pourquoi aujourd'hui il faut s'intéresser à la cybersécurité? On en entend parler de plus en plus. Un des éléments clés, c'est qu'on est rendu totalement dépendant. Autant dans notre vie quotidienne personnelle que du côté des entreprises, on ne peut plus se passer des technologies de l'information. Et à ce moment-là, aussitôt qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça nous impacte. Tout est numérisé maintenant, donc ça donne bien sûr des occasions pour les pirates. En plus, avec l'avenue du télétravail, qui s'est démocratisé depuis la pandémie, c'est venu changer totalement la manière dont on gère les risques en cybersécurité, ce qui fait que ça a pris encore une importance de plus en plus grande. Par contre, ce qu'on constate souvent, c'est que il y a un faux sentiment de sécurité dans les entreprises. Les gens se disent pourquoi on s'intéresserait à moi. Et ça, on va le regarder dans quelques minutes. On va déboulonner certaines fausses croyances qu'il peut y avoir. Mais juste avant, on va regarder c'est qui nous menace exactement dans notre cybersécurité, qui nous en veut. Peut-être qu'il nous en veut pas, là, mais personnellement, en tout cas, qu'est-ce qui peut survenir? Il peut y avoir les activistes, hein? Ceux qui sont contre les pétrolières, des positions politiques, le profit, toutes les situations là peuvent mener à ce que des activistes peuvent en vouloir à notre entreprise. Et il suffit qu'il y ait un débat public sur un sujet et qu'il y ait quelqu'un dans l'organisation qui se positionne sur les réseaux sociaux ou dans les journaux, et finalement on pourrait être visé. Ou des fois c'est parce qu'on œuvre dans une industrie qui à un moment particulier va être contesté. Là, à ce moment-là, vous pourriez être ciblé par certains activistes. Après ça, on a la catégorie du cyberespionnage. Là, on entend souvent parler de la Russie ou de la Chine qui ont un petit peu moins bonne réputation, surtout dans le contexte particulier des dernières années. Mais des fois, ça peut être tout simplement un compétiteur qui veut notre liste de clients, des choses comme ça, faisant en sorte que la menace peut être plus proche qu'on pense dans cette catégorie-là. Ensuite, il y a le loup solitaire qui est celui qu'on dit qui est dans son sous-sol. Quoique aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui sont dans leur sous-sol avec le télétravail, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais dans ce cas-ci, ça, c'est plus des gens qui vont justement agir seuls. Des fois, c'est pour la réputation. Par contre, les lois étant de plus en plus sévères, c'est certain qu'à une certaine époque, on entendait telle personne s'est trouvé une job au gouvernement après avoir piraté la NASA, mettons. Ce qui est plus vraiment le cas aujourd'hui, parce que bien sûr, il y en a qui se font attraper de plus en plus. Mais ce qui a vraiment pris de l'ampleur dans les dernières années, c'est le volet du crime organisé, dont la principale motivation, c'est le cash. Puis s'ils n'ont pas directement l'expertise en cybersécurité, ils ont les moyens financiers pour payer des personnes qui connaissent bien les technologies et qui vont faire le piratage à leur place. Et c'est pas nécessairement toujours un piratage ciblé, mais ça peut être tout simplement en essayant d'attaquer toutes sortes d'entreprises différentes, et c'est lui qui va avoir le moins grand niveau de sécurité qui a des bonnes chances de se faire prendre en premier.
Et un autre élément qui peut être sous-estimé, c'est le volet des employés internes et fournisseurs. C'est pas nécessairement parce que ils nous en veulent, hein, si je veux m'en faire un peu comme tantôt, ça peut être accidentel, donc ça peut être une erreur de manipulation, soit quelqu'un du département informatique qui a fait une mauvaise configuration, mais qui c'était pas ça le résultat qu'il voulait, ou ça peut être un employé qui transfère de l'information confidentielle à la mauvaise personne. Donc, il y a toutes sortes de situations comme ça, mais ça peut être aussi lors d'une perte d'emploi, quelqu'un à qui on a oublié de retirer des accès puis que il va faire une mauvaise action, sortir des données. Quelqu'un qui est insatisfait, qui n'a pas eu sa promotion, par exemple, ou tout simplement, on lui offre de l'argent pour sortir de l'information de l'organisation. On a vu dans l'actualité des dernières années que ça prend pas toujours des si gros montants que ça. Fait que ça, c'est toutes sortes de menaces qui nous guettent à tous les jours. Maintenant, on va regarder les fausses croyances. Donc, une fausse croyance, ou en tout cas une phrase que j'entends souvent, c'est l'information auquel j'ai accès n'a pas vraiment de valeur pour les pirates. Ou une variation de ça, ça va être, l'information sur mes clients n'est pas sensible. J'ai pas vraiment, pourquoi qu'un pirate s'intéresserait à l'information que je détiens? C'est vraiment ça. Par contre, sachez que, les pirates s'intéressent à toutes sortes d'informations et qu'il y a des endroits sur le dark web qui permettent d'échanger les informations pour une certaine valeur. Imaginez un peu comme ce qu'on va trouver sur Amazon ou sur eBay, des places de marché où les pirates disent j'ai trouvé telle base de données d'information, il y a telle affaire, je mets ça à vendre. Et il y a des gens qui à chaque année vont sur le dark web voir cette partie cachée du web pour regarder combien ça coûte ou comment valent les informations sur ces places de marché-là. Et ici, je sais pas, dans le Zoom, c'est vrai, des fois, il y a des délais dans le chat, fait que je vais y aller directement. Comment vous pensez que ça peut coûter acheter un compte de banque en ligne avec au moins 2000 $? Ça, à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est qu'on obtient l'utilisateur et le mot de passe qui nous permet d'accéder à ce compte-là qui a été piraté. Et par la suite, on trouve des moyens pour virer l'argent. Ça vaut un gros 65 $. Et les choses évoluent comme ça pour des cartes de crédit qui sont quand même plus faciles à utiliser. 120 $, des passeports, ça vaut de l'or. Et même juste une liste de courriels, ça a quand même une certaine valeur. Pensez à votre liste de courriels. Vous envoyez des infolettes probablement à plein de vos clients. Il y a des gens qui s'intéressent à ça parce qu'après ça, les pirates informatiques peuvent utiliser ça pour faire des attaques d'hameçonnage qui pourraient se passer au nom de votre entreprise, par exemple. Et le dernier élément, on n'a même plus besoin d'être technique pour pirater les organisations. On est capable d'acheter notre propre virus pour quelques milliers de dollars qui vous garantiront d'aller dans l'illégalité. Des exemples de qu'est-ce qui peut se passer quand il y a des attaques informatiques par la suite. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'attaque qu'a subi Monsieur Cocktail. Dans ce cas-ci particulièrement, là, c'était vraiment il y a un compte qui a été piraté et là qu'il y a eu des échanges courriels avec quelqu'un de l'administration pour après ça faire un virement bancaire. Donc là, c'est là où on peut mélanger usurpation d'identité avec certaines actions là, de piratage. Et ça, je pense qu'il y avait un bon montant, plus de 100 000 $, si mon souvenir est bon, qui ont été virés sans les autorisations nécessaires. Un autre exemple qui est survenu, c'est avec Calideo, où l'organisation, elle, gère plusieurs fonds, là, des REEE là, pour les études de nos enfants. Et dans leur cas, ils ont subi une attaque, ce qu'on appelle par bourrage d'identifiants. C'est quoi exactement? C'est que les pirates, justement, sont allés sur le dark web, ont trouvé des listes de comptes utilisateurs et mots de passe et ont essayé ça sur différents comptes
compte de Callidéo. Et ils ont réussi à accéder à certains comptes et à les vider en se faisant passer pour les parents. Fait que ça, si c'est pas votre entreprise directement qui se fait pirater, ben ça peut être d'autres endroits où vos employés ont créé des utilisateurs mots de passe, puis c'est un peu ce genre de situation-là qui peut se passer. Si on change de fausses croyances, j'entends souvent, nous avons délégué l'informatique à un fournisseur de services. Ce n'est plus notre responsabilité. C'est pas vraiment vrai parce que vous avez la responsabilité, de bien évaluer la sécurité de ce fournisseur informatique-là qui va vous offrir des services. Et si jamais il survient quelque chose, par exemple, il gère vos serveurs, ben c'est vous qui allez subir les conséquences. Fait qu'on verra justement dans le volet assurance cyberrisque comment ça peut vous aider à vous protéger, mais ultimement, vous allez vous ramasser à gérer l'incident dans tous les cas. Peut-être un petit partage de cas vécus dans un dossier dans lequel nous, on est intervenu. C'est un fournisseur québécois qui offre des services informatiques à plus d'une trentaine d'entreprises. Le cumul de ces 30 entreprises-là fait à peu près 1500 employés. Et ils ont différents services d'hébergement. Et là-dedans, il y a par exemple un accès. Les gens peuvent accéder à leur CRM pour leur liste de clients, peuvent faire des offres de services aux clients, accéder à leur courriel. Ce fournisseur-là a subi une attaque qu'on appelle une attaque de rançongiciel. Mais l'ensemble de ces 30 entreprises-là ont eu aucun service pendant 5 jours. Quand le service est revenu, il était en mode dégradé. À tout moment, il pouvait se faire déconnecter sans gare. Fait que là, on imagine qu'en termes de productivité, on est quand même pas mal affecté. Ils ont perdu leurs anciens courriels pendant 2 mois, fait que ça a pris 2 mois avant que les données soient récupérées. Et une fois que ça a été récupéré, ils ont perdu entre 24 et 48 heures de données. Il y en a quand même certaines entreprises qui s'en sont mieux sorties parce qu'il y en a qui avaient réparti leurs risques. Il y en a qui avaient mis tous leurs œufs dans le même panier puis ils avaient tout mis chez le même fournisseur informatique, tandis que d'autres qui avaient réparti ça. Et à ce moment-là, ils ont été plus résilients. Après ça, une fausse croyance encore, nos courriels sont dans Microsoft 365, donc il n'y a aucun enjeu de sécurité. Ou encore, tous nos serveurs sont hébergés dans Microsoft ou chez Amazon. Donc ça, on sait, les centres de données sont hautement sécuritaires. J'ai rien d'autre à faire. Quand on utilise des outils info-nuagiques dans le cloud, ce qu'il faut bien distinguer, ça va être la sécurité du fournisseur versus la configuration de sécurité qu'on fait. Fait que c'est pas parce que le produit peut être sécuritaire qu'on a pensé à configurer tous les éléments qu'il fallait. Fait que ça, c'est quand même un élément à penser. Donc, posez-vous la question, est-ce que j'ai un spécialiste en sécurité qui a pris le temps de regarder toutes les configurations de mon Microsoft 365, par exemple. Et une dernière fausse croyance avant d'aller vers le volet de l'assurance en cyberrisque, c'est on a mis un antivirus, on a mis un firewall déjà, donc de un, c'est pas mal tout ça, la sécurité. Puis vu que ça génère des alertes, on aurait été informé si jamais il était arrivé quelque chose. Et ici, j'ai une question pour vous, c'est à quoi vous fait penser 9 mois? Et non, je ne fais pas référence au temps que prend une femme à accoucher de son enfant, mais plutôt au délai moyen pour identifier et neutraliser une violation de données. Ça, c'est un rapport de IBM qui a regardé quand il survenait un incident de sécurité dans les organisations un peu partout dans le monde, incluant des organisations canadiennes. Il se passait à peu près 6 mois avant qu'il détecte qu'il était arrivé quelque chose. Puis après ça, c'était 2-3 mois pour juste réussir à revenir à la normale. Puis en termes de coûts, que Bruno Pierre pourra nous parler un peu plus tantôt, mais en termes de coûts, cette étude-là démontrait que ça pouvait s'étaler sur plusieurs mois que l'entreprise va subir. Fait qu'on pense souvent, au moment, mettons les quelques jours, les 2-3 semaines, où ce que c'est plus difficile quand survient un incident, mais c'est pas vrai. Ça peut s'étaler sur plusieurs mois. Puis ce qui va contribuer à ce que les coûts sont en augmentation, c'est oui la sophistication graduelle des pirates, mais également le contexte légal. Et au Québec,
si vous étiez pas au courant, il y a maintenant ce qu'on appelle la loi 25 qui est venue moderniser la façon dont on gère les renseignements personnels au Québec. Et dans septembre 2022 a été mis en vigueur cette loi-là. Et là, il y a des sanctions qui vont bientôt entrer en vigueur là, en septembre prochain, qui peuvent aller jusqu'à 25 millions de dollars. Et il y a différentes obligations là, qui se mettent en vigueur graduellement. Donc, notamment maintenant, il faut aviser les personnes concernées et la Commission d'accès à l'information quand il arrive un incident de sécurité sur nos données. Fait que ça, on peut penser que ça va augmenter le coût des incidents de sécurité. Il faut tenir un registre des incidents de confidentialité qui vont être survenus, même s'il y a certains incidents qu'on pourrait avoir décidé de ne pas informer les personnes concernées. Et il y a différentes informations maintenant qu'il faut afficher sur notre site web, comme c'est qui le responsable de la protection des renseignements personnels, les politiques de confidentialité pour vraiment informer, ajouter de la transparence comme telle. Et petit bonus, maintenant, si vous le saviez pas, quand on va faire des projets informatiques et que on transfère les données, par exemple, en dehors du Québec, ou juste le fait là, d'avoir un projet informatique qui va contenir des renseignements personnels, maintenant, il va falloir évaluer les risques qui peuvent survenir. Et ça, on appelle ça l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Et si on n'a pas fait toutes ces démonstrations-là, puis dans la loi, il y a plusieurs autres éléments, là, c'est là qu'on peut avoir des sanctions importantes. Fait que maintenant qu'on comprend un peu mieux les menaces, les impacts qui peuvent survenir et tout ça, je céderai la parole à Bruno Pierre. Fait que maintenant, Bruno, tu peux peut-être reprendre le contrôle du partage. Alors, vous voyez bien mon écran? On voit Oui, très bien oui. ton écran. Par contre, on avait une petite question, je crois, pour Jean-Philippe, là, ici, de M. Champagne, là, qui demande en fait un compte Gmail personnel pour la communication des données sensibles dans l'entreprise. Là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est certain que normalement, on ne devrait pas utiliser un compte personnel pour transférer de l'information sensible. Par contre, ça dépend. Là, on parle d'un compte Gmail personnel, mais à ne pas confondre avec le service Google Workspace, qui est le service d'entreprise de Google, que là, à ce moment-là, ça se trouve être normalement dans un environnement contrôlé, qui est avec le nom de domaine là, de l'entreprise. Là, c'est certain qu'il y a tout le temps, c'est un peu ce que je disais, il faut tout le temps quand même faire attention à la configuration. Mais par courriel, généralement, on ne voudra pas échanger d'informations confidentielles, à moins de mettre des mesures de sécurité complémentaires. Fait que maintenant, je céderai la place à Bruno. Merci, Judith, de m'avoir remis à l'ordre. Merci, Jean-Philippe. Alors, moi, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est l'état du marché actuel. Alors, en assurance cyber, c'est l'une des réclamations les plus coûteuses et les plus demandées au cours des dernières années. Alors, ce qui fait en sorte que les assureurs sont très demandants en termes de protection cyber envers les entreprises qui veulent avoir une assurance cyber. Alors, ici, on parle des exigences. Alors, on va en avoir 4, mais il peut en avoir d'autres, tout dépendamment du type de protection que vous voudriez avoir. Comme nous avons des assureurs qui peuvent avoir donné de protection de 50 000, de 100 000, de 250 000 et plus. Ça peut aller jusqu'à 5 à 10 millions. Et ici, on va en avoir pour des protections de 100 000 et plus. Alors, si on commence ici, pour du côté du MFA, qui est la double authentification, qui est une méthode d'authentification dans laquelle l'utilisateur doit fournir au minimum 2 facteurs de vérification pour accéder à une ressource de type application, de compte en ligne, de VPN, courriel, ce qui réduit la probabilité qu'une cyberattaque puisse réussir, bien entendu. Alors, c'est une évidence même parce que les banques, les gouvernements, plusieurs types d'applications connues sont rendus avec la double authentification. Puis que c'est l'une des conditions primaires de l'assureur que le MFA soit installé et configuré chez les entreprises pour avoir droit à une assurance cyber. Nous avons aussi le VPN qui est plus demandé envers les moyennes et grandes entreprises, mais qui est tout aussi important en termes de sécurité réseau. Alors, le VPN, c'est un système permettant de créer un lien direct entre des ordinateurs distants qui isolent
leur échange du reste du trafic de données se déroulant sur des réseaux de télécommunications publiques. Alors, pour faire simple, le VPN, c'est comme un accès privé à votre entreprise qui permet de cacher vos transmissions de données dans un endroit où seul votre entreprise a accès sous une adresse IP virtuelle et non pas publique avec les Bell et Vidéotron de ce monde. Le pare-feu ou le firewall est un logiciel ou un matériel permettant de faire respecter la politique de sécurité du réseau. Fait que ça définit quels sont les types de communication qui sont autorisés sur le réseau informatique. Ça surveille et contrôle les applications et les flux de données. Alors, en gros, le pare-feu bloque ce qui est anormal, puis laisse passer le reste des données qui sont permissifs. Un pare-feu, ça peut être aussi une application seule, mais que ça vient aussi, bien entendu, avec certains antivirus. Une des plus importantes en termes de sensibilisation, ce sont les formations. Les programmes de formation à la cybersécurité réduisent les risques de violation de données. Les employés sont mieux équipés pour connaître les signaux d'alerte, puis cela aide à éviter toute erreur coûteuse et économiser du temps et de l'argent à long terme. Vous allez voir bientôt dans les statistiques que l'une des plus grandes causes de réclamation en cyber est l'erreur humaine. Si vous faites en sorte que vos dirigeants, administrateurs, employés soient sensibilisés à l'aide de formations cyber, ben, ça va réduire bien sûr grandement les chances qu'il arrive une intrusion dans vos systèmes. C'est pas inscrit, mais il y a aussi l'EDR, qui est aussi de plus en plus demandé par les assureurs. Fait que c'est comme un genre d'antivirus pare-feu qui va faire la vérification de chaque point d'accès dans votre ordinateur, documents, poste de travail, les fichiers que vous avez dans votre système. C'est vraiment une protection supplémentaire que les assureurs demandent de plus en plus depuis, je dirais, le début de l'année 2023. Si on continue ici, le prochain sujet pour les fausses croyances en cyberassurance. Alors, ce que nos clients peuvent nous mentionner, que mon assurance cyber me protège, il faut savoir que la cyberassurance limite les dommages, mais ça n'empêche pas les risques d'intrusion. Alors, même si vous avez une assurance cyber, c'est important de faire toujours les mises à jour de vos applications, de votre système informatique, afin d'améliorer vos sécurités et de réduire les risques d'attaque. Il y a aussi, mes données sont hébergées chez un fournisseur. Oui, mais même si vos données sont chez un fournisseur, ça reste que ce sont vos données. Vous avez la responsabilité de sécuriser vos données, surtout si l'attaque provient de votre côté et non pas celle chez le fournisseur directement. Il y a aussi, mes employés sont formés. Oui, OK. La formation continue aux employés est nécessaire, mais ça donne pas de rabais. Il ne faut pas confondre entre rabais et du côté de la sensibilisation si on rajoute certaines protections de sécurité dans votre entreprise. Alors, ce que les clients croient, c'est qu'en améliorant leur sécurité et en introduisant la formation continue aux employés, ils peuvent avoir des rabais supplémentaires. Fait que c'est faux à cause du niveau, c'est par rapport au niveau d'acceptation et non pas de rabais. Fait qu'il est très important pour vous de mettre des couches de sécurité supplémentaires afin de réduire les risques d'intrusion dans votre entreprise. C'est surtout pour une diminution de risque et non pas un zéro absolu parce qu'en informatique, en termes d'attaque par un pirate, il n'y a pas de zéro absolu. Fait que plus qu'on met de couches de sécurité, plus les chances qu'une attaque informatique puissent réussir sont réduites. Bruno, je prendrai quand même un instant. Là, ce que je comprends avec ce que tu dis, oui, c'est que c'est pas par défaut là, que l'entreprise va réussir à avoir sa protection d'assurance en cyber-risque. Peut-être il y a quelques années, c'était facile, mais je pense que le ton s'est durci un peu. Là. C'est pour ça qu'il faut mettre en place ce que tu mentionnais. Là. Oui, ça, exactement. C'est ça, on recule en 2019, en 2020, on ne demandait pas ça. Que ce soit le MFA, on ne demandait pas ça. On ne demandait pas vraiment de sécurité, mais plus que les années avançaient, plus qu'ils se rendaient compte que justement, en termes de réclamation, les coûts qui étaient reliés à ça étaient très énormes.
les assureurs n'avaient pas le choix de revirer de bord et faire en sorte justement que pour que les entreprises aient accès à une assurance cyber, mais qu'il fallait aussi qu'ils soient protégés, qu'il y ait un certain niveau de protection pour la sécurité de informatique et réseautique pour avoir une assurance cyber. J'en profiterai pour regarder une des questions là qu'on a reçues pendant que tu parlais, qui mentionne que dans l'industrie, le volet VPN, on s'en va de plus en plus vers le volet zéro trust. Oui, Jérôme, d'un point de vue cybersécurité, c'est sûr que la tendance est vers ça. Bruno, de ton côté, est-ce que tu as vu ça dans des formulaires d'assurance ou est-ce que l'assureur va jusqu'à poser des questions avec le zéro trust ou là, on parle plus de VPN à ce moment-là? Non, pas encore. On sait que le zéro trust s'en vient. Moi, ce que je pense, ça va être vers la fin d'année 2023, début 2024, que ça va vraiment plus embarquer pour la demande des assureurs envers les entreprises. Mais pour le moment, non, il n'y a pas de demande de telle quelle, mais c'est sûr que bon, c'est une autre couche supplémentaire pour votre entreprise si vous faites le zéro trust de votre côté. Je vais te laisser continuer par après, mais juste pour être certain que tout le monde comprend un peu c'est quoi exactement du zéro trust là. En fait, c'est vraiment c'est comme si à chaque élément qu'on veut accéder dans l'organisation, on revalide tout le temps notre identité, on s'assure qu'on est sur un poste de travail valide. Fait que ça fait en sorte qu'on est en quelque sorte, c'est comme un VPN, mais sur stéroïdes, là. C'est pour ça que la question était orientée, ça faisait penser VPN versus Zero Trust. Fait que ça amène une plus grande sécurité, puis c'est devenu de plus en plus populaire avec l'arrivée du télétravail. Fait que ça fait en sorte que les gens peuvent être à la maison, puis c'est comme s'ils étaient au bureau. Fait que ça, c'est vulgarisé à haut niveau. Maintenant, Bruno, Si oui. je peux me permettre également avec la question par rapport au zéro trust, les VPN, tout ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est en constante évolution. L'assurance cyber, c'est encore un peu trop méconnu. Il y a beaucoup de réclamations, puis je veux dire, il y a des, des experts qui regardent les événements, qui regardent qu'est-ce qui est arrivé, qui regardent également quels ont été les coûts qui ont été reliés à tout ça. Donc, c'est sûr que c'est en constante évolution, que les assureurs s'ajustent de fil en aiguille avec le marché, avec les événements qui se passent. Donc, c'était vraiment une question là, pertinente, mais effectivement, que ça va être en constante évolution. Donc, à chaque renouvellement, il peut y avoir des exigences soit supplémentaires ou des questions supplémentaires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les assureurs s'ajustent au fil du temps. Super. Maintenant, Bruno. Oui, je remercie beaucoup pour les précisions du Zero Trust, Jean-Philippe puis Judith. Alors, je vais continuer pour le prochain sujet. Alors, les cyber-accidents augmentent, la tarification évolue. Alors, si on sort ici quelques statistiques, au Bureau d'assurance du Canada, on estime que le ratio net qui additionne les indemnités et les frais d'exploitation concernant une attaque cyber envers une entreprise s'établit de plus de 230 % depuis 3 ans, ce qui est vraiment énorme comme pourcentage. Chaque dollar de prime demandée, les assureurs ont déboursé 2,30 $ selon une information par Palo Alto Networks. Les assureurs doivent notamment assumer la perte de productivité, le remplacement du matériel informatique, les actions collectives et même le remboursement de la rançon, une solution choisie par 58 % des entreprises touchées pour un coût moyen de 458 200 $. Vous allez voir, plus qu'on va avancer, plus que les chiffres vont être très gros en termes monétaires et de pourcentage. Si on regarde ici d'autres statistiques que j'ai pas directement sur la présentation, mais que j'ai moi-même choisi, d'autres statistiques intéressantes de IBM, qu'il y a 28 millions de Canadiens qui sont affectés par une fuite de données. On parle ici de 28 millions, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup. 83, mais en plus, ce nombre-là, c'est seulement qu'au Canada. Fait que mondialement, c'est vraiment
exponentielle. 83% des entreprises ont été victimes de plus d'une violation de données. 21% d'incidents sont reliés à des rançongiciels. 45% des violations se sont produites dans le cloud. OK? 45% dans le cloud. Fait que le coût moyen d'une violation de données, là, on parle en dollars US et non pas en canadien, c'est 4,5 millions de dollars. Alors, c'est très gros, là. Alors, toutes ces données parlent, puis c'est des très gros chiffres. C'est pas pour rien que les demandes des assureurs en termes de sécurité informatique, de formation, de plan d'intervention envers les entreprises sont demandées et obligatoires pour réduire justement les coûts et les risques. Prochain sujet, un exemple réel suite à une attaque envers une entreprise. Alors, ici, on parle par rapport aux répartitions des frais suite à une attaque de type cryptovirus depuis un serveur Exchange. Fait que c'est par rapport à une faille de sécurité chez Microsoft en 2021 que c'est passé. Puis, à ce moment-là, le client n'avait pas d'assurance cyber. OK? À cette époque, fait qu'on voit ici un petit peu la répartition des frais. Alors, on tourne autour de 90 000 des frais d'avocat, firme conseil, firme TI, technicien, enquête de crédit TransUnion, achat d'un cloud privé, la formation de sensibilisation. Alors, l'arrêt des opérations équivaut à une perte financière directe. Alors, pourquoi payer 90 000 lorsque l'assurance cyber aurait pu absorber tous vos coûts, tous les coûts, en fait, de tous les frais? Cette entreprise-là, en fait, est assurée chez nous aujourd'hui. Puis, le coût de l'assurance, okay, parce que c'est moi-même qui l'ai vendu, ça tourne des alentours de 5-6 000 il aurait pu échanger 90 000 pour 5 000 en 2021. Une assurance, c'est toujours pour prévenir ce genre de perte, puis ça peut sauver aussi votre entreprise en cas d'une grosse perte financière. Et mon dernier sujet, avant que Judith puisse prendre la parole, alors, peu importe la manière dont vous êtes blindé, il ne faut qu'une seule erreur. Alors, les pirates cyber peuvent avoir jusqu'à 10 000 façons de rentrer dans votre système, mais il n'y a aucun logiciel de sécurité qui est parfait. L'humain non plus. Il ne faut qu'une seule faille de sécurité sur 10 000 pour provoquer l'attaque et faire perdre du temps précieux ainsi que d'avoir une perte d'exploitation importante dans votre entreprise. 60% des petites entreprises, des PME, cessent leur activité dans les 6 mois suivant une cyberattaque. C'est beaucoup. Près des 2/3 des petites entreprises qui subissent une atteinte à la sécurité fermeront leurs portes en moins d'1 an en raison des coûts très élevés. Alors, plus vous avez d'outils pour sécuriser vos réseaux et vos données d'un plan d'intervention en cas d'incident, de formation, de sensibilisation à tous vos employés dirigeants de votre entreprise, moins vous avez des risques d'attaque orchestrés par un hacker, soit, bien sûr, réussi. Nos statistiques, 83% des entreprises. Pour 83% des entreprises, la question n'est pas de savoir si une violation de données se produira, mais quand. Généralement, plus d'une fois. Alors, le coût d'une violation de données dans le secteur de la santé a augmenté de 42% depuis 2020. Pour la 12e année consécutive, c'est le secteur de la santé qui a enregistré le coût moyen de violation de données le plus élevé de tous les secteurs. Et la publication de X-Force d'IBM, la vitesse à laquelle les attaques par rançongiciel se déploient désormais est quand même assez étonnante, ce qui permet aussi de ce qui prenait en fait en 2019 plus de 2 mois aux pirates pour faire son attaque par rançongiciel nécessite seulement que 4 jours. Ça, c'était en 2021, c'est-à-dire qu'en 2023, c'est peut-être rendu 3 ou 2 jours. Je ne sais pas si JP a cette statistique-là. Alors, vaut mieux prévenir et d'être proactif en termes de sécurité et de formation pour éviter le plus possible, bien sûr, d'avoir une intrusion et d'attaque dans vos systèmes. Donc, pour la 3e partie, je vais laisser la parole à ma collègue Judith. Je vais me démuter, ça va aller mieux.
Donc, suite aux discussions de Jean-Philippe et de Bruno Pierre, j'imagine que vous demandez un petit peu là, qu'est-ce que peut couvrir une assurance cyber. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant que cabinet de courtage, on fait affaire avec plusieurs assureurs. Donc, on n'a pas simplement qu'une compagnie qu'on peut aborder puis qu'on peut faire affaire pour votre entreprise. Il y a des compagnies, des assureurs en fait qui font affaire avec des plus grosses entreprises, d'autres ce sont des PME. Les exigences sont différentes aussi, puis c'est vraiment du cas par cas en ce sens, dans le sens où vous devez compléter une proposition de votre organisation là, pour que l'assureur ait une bonne idée de votre entreprise, qu'est-ce que vous avez en termes de protection. Et puis, évidemment, là, comme Bruno Pierre vient de mentionner là, dans le PowerPoint, j'imagine que tous ici, vous avez une assurance contre le feu, le vol, les dégâts d'eau, ce qui est une très bonne chose. Par contre, comme mentionné d'entrée de jeu, l'assurance cyber est encore méconnue et les réclamations sont de plus en plus courantes et même plus à risque qu'un feu. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous parle aujourd'hui de cette protection-là. Je vous ai, en fait, je vais vous détailler la protection d'assurance cyber. J'ai ciblé les protections là, qui seraient sujettes à être plus pertinentes pour vous parce que l'assurance cyber comporte vraiment plusieurs protections. Je l'ai détaillé en 6 points, comme vous le voyez à l'écran. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la protection d'assurance cyber comporte plus de protection que ça. Donc, si on débute avec l'intervention en cas d'incident cybernétique, donc c'est vraiment suite à une brèche informatique, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est vraiment pertinent et important d'avoir, c'est les frais juridiques et réglementaires. Ça vous aide vraiment dans le cours de votre réclamation, donc ça peut vous permettre d'obtenir justement un avis juridique pour vous aider à vous positionner, rédiger des lettres de tout genre ou informer également les autorités gouvernementales, répondre aux enquêtes, par exemple, réglementaires que vous avez et puis vous aider à vous défendre là, contre toute action, bien entendu. Ce que j'ai oublié de préciser également, c'est que tous les assureurs ont une ligne d'intervention 24/7. Donc, vous n'êtes jamais laissé seul, vous n'êtes jamais laissé à vous-même. Vous avez une équipe d'experts qui vous aide dans tout ce processus-là, donc qui vous guide tout au long justement du processus qui peut être assez laborieux. En fait, dans le premier point, vous avez les frais juridiques et réglementaires. Donc, les frais de communication de crise, ça vous aide en fait pour le porte-parole en fait qui doit discuter peut-être aux médias. Donc, vous collaborez avec un consultant en communication pour avoir des conseils précis ou même formuler un plan de communication de crise pour réduire les dommages à votre marque ou à votre réputation en fait. Vous avez également les frais de rétablissement après violation qui sont couverts sur la police d'assurance cyber. Donc, ça vous aide à compléter une analyse des risques de sécurité informatique, mener une analyse des lacunes en matière de sécurité informatique et puis donner aussi une séance de formation, de sensibilisation à la sécurité informatique à votre organisation, ce qui est très important, comme Bruno Pierre l'a mentionné tout à l'heure. Et on n'arrête pas de le répéter, mais c'est en constante évolution, donc c'est jamais de trop d'avoir des petites formations à ce sujet. En deuxième point, vous avez les crimes cybernétiques. Donc, bien entendu, les choses qui peuvent vous arriver vraiment dans le cybercrime. Donc, vous avez l'ingénierie sociale. Jean-Philippe en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Monsieur Cocktail. C'est ce qui est arrivé. Cette portion d'assurance-là peut être un petit peu plus complexe qu'on le pense, dans le sens où certains assureurs demandent de compléter un formulaire supplémentaire pour avoir droit à cette couverture, pour se faire plus une tête de votre organisation, de comment est-ce que vous êtes organisé dans votre entreprise. Mais certains assureurs l'ont d'emblée dans leur couverture. Donc, la fraude de transfert de fonds y est déjà incluse. Le transfert électronique non autorisé de fonds de votre banque, le vol d'argent ou d'autres actifs financiers de votre banque, de cartes de crédit d'entreprise par voie électronique également, l'attaque d'hameçonnage par téléphone ou piratage psychologique contre employés ou aux dirigeants. Donc, vous pouvez peut-être le connaître sous le nom de la fraude du président. En fait, là, c'est sous cette couverture-là que ce serait couvert. Pour les fonds qui sont transférés là, à une tierce partie. En troisième point, ici, le dommage au système et perte d'exploitation, je veux dire,
Ah, pardonnez-moi, j'ai oublié un, un point super important qui est l'hameçonnage de clients, qui est couverte là, en fait, sous le crime cybernétique. Donc, l'hameçonnage de clients, pour vous, ça peut être super pertinent et important parce que en cas de communication, soit électronique frauduleuse ou la création d'un site web pour usurper votre identité, le remboursement de ça pourrait être couvert à vous et à vos clients. Donc, dans le cas où, par exemple, un client reçoit un courriel demandant le paiement de sa facture. Le client fait le paiement, mais visiblement pas dans le bon compte de l'entreprise. Ça vous cause une perte financière. Le client, ça lui cause également une perte. Ce serait couvert. Les coûts externes aussi associés au retrait des sites web frauduleux, ce serait couvert aussi. Donc, vous avez encore une fois l'aide d'experts pour retirer tout site web frauduleux, courriel, ce qui est super important et pertinent également. Donc, pour les dommages au système et pertes d'exploitation, ça le dit quand même assez bien en termes de titre. Là, les pertes de revenus, les frais supplémentaires pourraient être couverts justement dans le cas où vous devez interrompre vos activités commerciales résultant de l'arrêt des systèmes informatiques. C'est une perte de revenus qui serait couverte directement sur la police d'assurance. Les dommages au système et les frais, donc les coûts pour un employé contractuel, par exemple, ou les heures d'un employé supplémentaire pour reconstruire vos données, les coûts de reconstitution également. Et puis, les consultants spécialisés. Donc, par exemple, si vous avez un consultant en criminalité informatique là, pour récupérer tous vos données qui ont été saisies, ce serait couvert sous cette protection-là. Et évidemment, bon, les frais de remplacement de matériel informatique. Donc, si vous devez remplacer tous vos matériels informatiques ou encore mettre un micro-logiciel ou un logiciel pour les restaurer convenablement, ce serait couvert également sous cette protection-là. En quatrième point, ce que j'ai ciblé pour vous, c'est la cyberresponsabilité, la responsabilité relative aux atteintes à la vie privée. Donc, on en a parlé un petit peu d'entrée de jeu tout à l'heure, surtout par rapport à la loi 25. Donc, vous êtes maintenant obligé d'informer les clients qui ont pu être susceptibles même d'être atteints, d'avoir eu leur renseignement dérobé. Donc, à ce moment-là, ce serait couvert par cette section-là, donc la responsabilité de la protection de la vie privée. Donc, toutes les sommes que vous seriez légalement tenu de payer suite à des conséquences de cette réclamation-là, des divulgations des renseignements permettant d'identifier une personne, même carte de crédit et données médicales. Donc, souvent, on peut avoir des données par rapport à nos clients dont on peut justement les connaître, identifier cette personne, mais également par rapport à son dossier médical, par rapport à ses informations bancaires, personnelles. Maintenant, avec les paiements par carte, tout ça, la vie privée, justement, de tous vient un petit peu être brimée dans ce sens-là. Donc, ce serait couvert. La capacité aussi à prévenir les personnes concernées. Donc, on vient vous aider à informer vos clients de tout ça. Ce serait également couvert sous cette protection-là. Et puis, en cinquième point, vous avez la responsabilité du fait des médias. Donc, suite à ce que j'ai parlé tout à l'heure par rapport aux données justement des clients, si vous avez des actions qui sont contre vous, donc par rapport à la diffamation, avec des sites web usurpés pour votre identité, en fait, ce serait couvert par rapport à ça si jamais il y a des tierces personnes qui vous envoient des réclamations contre vous, en fait. Et comme je le mentionnais aussi, c'est plus qu'une simple... la police cyber vient plus que vous couvrir d'une simple rançon, dans le sens où, sous cette protection-là, il y aurait le stress émotionnel qui serait couvert également, ce qui est une bonne chose aussi parce que lorsqu'il arrive un cyberincident, c'est beaucoup plus que OK, j'appelle, j'ouvre un sinistre et puis ça se règle en plusieurs jours, voire semaines. Donc, le stress émotionnel ici serait couvert et vous n'auriez pas à débourser là, pour ça. Et puis, les violations des droits de propriété intellectuelle, donc les droits d'auteur, le piratage, le plagiat, toutes ces choses-là pourraient être couvertes sur votre police d'assurance cyber. Et en dernier point, ça le dit, le titre le dit par lui-même, les frais de comparution devant le tribunal. Donc, si vous devez aller en arbitrage, en médiation ou tout simplement comparaître en cours, c'est des frais qui peuvent être couverts sur votre police d'assurance cyber.
Et comme je le mentionnais d'entrée de jeu, on fait affaire avec plusieurs assureurs et il y a des limitations par rapport à certaines protections. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ça un petit peu plus poussées, si vous voulez savoir quelles seraient les limitations, quoi que ce soit, bien, à la fin du webinaire, on va vous laisser nos coordonnées. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous au téléphone ou en visioconférence si vous le souhaitez là, par rapport à vos besoins là, spécifiques. Fait que ça, Judith, je comprends que ça conclut ta partie, c'est bien ça? Il y a eu des questions qui ont rentré justement là. On parle peut-être un exemple de ce qui n'est pas couvert, vu qu'on a parlé de plusieurs éléments qui sont couverts. Est-ce que Judith, tu pourrais nous donner un exemple? Bien évidemment, c'est sûr que sur les polices d'assurance cyber, comme toute autre police, il y a des exclusions. Donc, par exemple, des cyberattaques provenant, par exemple, de la guerre, ce serait une exclusion. C'est sûr que c'est un petit peu plus poussé. Je ne sais pas si Bruno Pierre, tu as d'autres exemples peut-être qui pourraient concerner plus nos entreprises de services ici, mais évidemment que par rapport à la guerre, ce serait une exclusion directement du contrat d'assurance. Mais c'est du cas par cas, évidemment, qu'il y a des experts en sinistre, en fait, qui étudient le dossier par rapport à ça, tout dépendant qu'est-ce qui est arrivé. Donc, il y a des enquêtes qui sont faites. Qu'est-ce qui est arrivé? Qui est dans le tort, si on peut le dire ainsi. Mais évidemment qu'il y a des exclusions, oui, on pourrait en parler assez longtemps. Oui, ce qu'on va faire, c'est de mon côté, je vais enchaîner avec la fin du webinaire, puis il reste encore quelques petites questions qu'on n'a pas pu répondre, puis on pourra les adresser à la toute fin. Fait que là, vous voyez maintenant mon écran, hein, c'est bien ça? Oui. Oui. En fait, là, ce qu'on commence à comprendre avec tout ce qui s'est dit, c'est que la prévention, ben, c'est vraiment la clé du succès. Parce que le fait d'avoir mis de la cybersécurité en amont, ça va nous aider à obtenir l'assurance en cyber-risque. Et comme Bruno Pierre l'a dit, là, le risque zéro n'existe pas nécessairement, mais si jamais il survient quelque chose, parce qu'on a mis en place des éléments de sécurité, ben ça va venir limiter les dommages. À ce moment-là, j'ai quelques quick wins pour vous qu'on a parlé sur certains éléments, mais je vais amener quelques éléments de précision. Fait qu'on a parlé aujourd'hui de sensibilisation, mais on peut faire aussi des pratiques d'hameçonnage, donc pour habituer nos utilisateurs à recevoir des courriels d'hameçonnage et avoir des rapports en lien avec ça, et ultimement, justement, avoir de la rétroaction avec nos gens si jamais on s'aperçoit qu'ils sont victimes de un de nos tests d'hameçonnage. Puis là, après ça, avec le temps, ça fait en sorte qu'on a moins de chances de tomber dans le panneau. Pour le volet de la sensibilisation aussi, ça peut être souvent des ateliers soit en webinaire, en direct comme ça, ou des fois, il y a pour ceux qui sont pas capables de mobiliser tout le monde en même temps, il y a des plateformes qui existent pour que ce soit de l'apprentissage en différé à ce moment-là. Après ça, ce qu'il faut comprendre, l'authentification en deux étapes, là, ou à deux facteurs, là, faut l'avoir partout où ce qu'on accède, particulièrement tous les accès à distance. Hein. Fait que oui, ça peut être le Microsoft 365, mais ça peut être c'est le VPN aussi. Puis il faut penser à tous les outils infonuagiques qu'on utilise désormais. Après ça, quand on veut rehausser à un second niveau là, notre infrastructure, on peut penser à des tests d'intrusion des systèmes informatiques, soit depuis l'externe, soit depuis l'interne, pour que ça, c'est vraiment quand on simule une tentative de piratage informatique, on sort les failles à l'avance avant que les pirates les trouvent. Et ce qui ressort vraiment souvent, là, puis ça va dans les requis d'assureurs aussi, mais c'est tout ce qui touche la continuité des affaires. Et ici, les backups que je vais appeler immuables. Pourquoi immuables? C'est qu'il y a de plus en plus d'attaques de rançongiciel qui vont tenter d'altérer ou d'effacer les sauvegardes qui ont été faites. Fait que les backups immuables, il y a comme une partie, on va dire, hors ligne, là, qui fait que le pirate informatique ne sera pas capable d'aller effacer les backups comme tel. Et là, Bruno Pierre parlait d'antivirus de type EDR, XDR, qui est comme la nouvelle génération
d'antivirus là qui va analyser tout ce qui se passe partout dans le réseau pour vraiment détecter un malware. Et un élément important, ça va être le processus de gestion d'incidents, parce que oui, on veut pas en arriver à faire une réclamation. Par contre, d'avoir pris le temps de définir un plan qu'on peut personnaliser en fonction justement des protections qu'on aura pris, ben on sait d'avance c'est quoi les étapes qu'il faut faire avant même qu'une fuite de données ou qu'un pirate informatique prenne le contrôle de nos systèmes. Et là, maintenant, ben, on approche de la conclusion. Et la raison pourquoi qu'on fait un webinaire comme ça en équipe, PM Terroir et CyberSWAT, c'est que on a vraiment défini une entente entre nos deux organisations pour offrir des avantages aux clients de PM Terroir. Et ben à ce moment-là, ça veut dire si vous êtes client ou si vous devenez client dans le futur de PM Terroir, vous aurez droit à 1 heure de consultation gratuite avec un expert en cybersécurité. Ici, c'est pas un pitch de vente de 1 heure que vous allez avoir. C'est vraiment, il y a une première rencontre qui est faite avec quelqu'un en 15-20 minutes qui va bien établir votre besoin pour savoir qui chez nous on va assigner sur le dossier. Puis là, vous allez passer 1 heure avec un de nos spécialistes par la suite. Et là, si vous voulez continuer l'expérience après cette rencontre-là de 1 heure, on a 10% de rabais sur notre première offre de service qui va être offerte. Et bien sûr, là, étant donné qu'il y a un contexte avec l'assurance en cyberrisque, il nous arrive régulièrement dans les consultations d'1 heure de pouvoir aider à donner certains conseils en cybersécurité sur comment compléter l'assurance en cyberrisque, parce que souvent le client, s'il répond oui ou non à tel élément, nous, on peut déjà lui expliquer concrètement là, comment ça se répercute la journée que tu vas pouvoir cocher oui. Fait que c'est toutes des choses là qu'on peut regarder ensemble. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire chez CyberSWAT? Il y a plusieurs des éléments qu'on a parlé aujourd'hui qu'on est capable de faire, soit dans un premier volet, parce qu'on évalue plus votre position, c'est comment est-ce que vous êtes sécuritaire, pas sécuritaire, c'est quoi les points d'amélioration, c'est quoi les risques auxquels vous êtes exposés, soit à l'interne ou dans l'info nuagique. Et justement, j'ai vu une question qu'on va revenir bientôt, là, mais qui est en lien avec le volet conformité. Donc, on peut faire des évaluations de conformité par rapport à des normes de sécurité du marché et établir un plan sur 1 an ou 2 pour en arriver à aller chercher une certification. Ultimement, après ça, on peut vous accompagner vraiment à la mise en place des mesures de sécurité, que ce soit de la sensibilisation, mise en place de la gouvernance de la sécurité, puis faire toutes sortes d'accompagnements personnalisés. Ça, c'est vraiment très large. Et ultimement, justement, vous aider à vous préparer à un éventuel incident ou à gérer les incidents de sécurité. Ça, j'amènerais juste une précision que pour la gestion des incidents de sécurité, faut déjà qu'il y ait eu une entente préalable, donc on a des contrats annuels et il nous arrive justement d'intervenir dans certains cas où le client va avoir une assurance en cyberrisque. Fait que si vous êtes intéressé à en savoir plus pour les différents services, vous avez le lien ici ainsi qu'un code QR qui vous permet directement d'aller réserver une plage horaire pour savoir plus là, si vous êtes prêt à aller de l'avant avec le volet cybersécurité. Maintenant, on serait rendu avec justement quelques questions qu'on a reçues. Si vous ne les avez pas déjà envoyées, c'est le moment de les envoyer. Si j'y vais avec une que j'ai vue tout à l'heure qui mentionnait là, je l'ai plus devant les yeux, là, mais si je paraphrase, qui mentionnait, c'est quelqu'un qui mentionnait, est-ce que avoir justement une certification ISO 27001 ou peut-être un SOC 2 type 2, là, qui sont des certifications reconnues dans le marché, est-ce que ça peut m'aider à obtenir l'assurance en cyberrisque ou est-ce que ça arrive qu'il y a des assureurs qui vont exiger qu'on aille certaines certifications? Je ne sais pas, Judith ou Bruno Pierre, si vous pouvez y aller avec votre expérience de ce côté-là? Par rapport au niveau d'acceptation, c'est sûr que c'est un plus, mais si vous avez ça, puis vous n'avez pas de MFA, vous n'avez pas de EDR, ces choses-là, c'est sûr que l'assureur va le demander, mais c'est sûr que ça peut être un plus
en termes d'acceptation. Cependant, c'est seulement qu'une acceptation de risque et non pas parce que vous avez un ISO quelconque que, dans le fond, vous allez avoir un rabais par rapport à votre future assurance cyber ou à votre assurance cyber actuelle. Alors, mais c'est bien rare que l'assureur va dire, oui, est-ce que vous avez, comme mentionné, là, je pense que c'est sur les questions, le ISO 27001, il faudrait avoir le ISO 27001, ben, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu ça. Personnellement, j'ai pas vu ça. Je pense que Judith non plus n'a pas vu ça de son côté, là. Parfait, merci. Et ben globalement, moi, de ce que j'ai vu du côté spécialiste en cybersécurité, c'est que c'est aidant, mais c'est pas un élément obligatoire, effectivement. Je vois d'autres éléments. Bon, peut-être c'est au moment où ce que toi tu parlais, Judith, il y a quelqu'un qui demandait quels sont les délais de traitement d'une réclamation en général. Je sais pas si tu vas pouvoir te prononcer là-dessus, là, mais je te laisse la place. Effectivement que c'est plutôt c'est assez vague, c'est compliqué à répondre à cette question-là parce que ça dépend aussi, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé, l'envergure de l'organisation, est-ce que c'est une rançon qui a été payée puis on fait le ménage des systèmes ou bien est-ce que tous les systèmes ont été euh, bloqués, vous avez plus accès à rien du tout, donc c'est assez vague comme question, mais dans plusieurs cas, on est allé au-delà de plusieurs semaines là, Ouais. Il y a ce que je pourrais faire peut-être une variante là, qui peut-être va répondre un peu à la question, c'est par rapport à, mettons, à la prise en charge. Tantôt, Judith, tu mentionnais que il y avait des fournisseurs Oui, en cybersécurité qui pouvaient intervenir. Ça, je pense que oui. ça va quand même assez rapidement là, quand on va appeler l'assureur. Oui, tout à fait. En fait, il y a des experts qui sont là 24/7, justement, puis il y a certains assureurs qui offrent une application, laquelle que vous pouvez installer sur votre téléphone portable, par exemple. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, vous avez en un cliquement euh, accès à un expert qui peut vous dire quoi faire, quoi ne pas faire. Donc, ça peut aller rapidement. Mais c'est sûr que dans le cas de M. Champagne, comme vous le mentionnez, d'un hameçonnage de 5 000 le règlement de sinistre se fait quand même assez relativement bien et rapidement. S'il n'y a pas d'autres dommages, si vos systèmes n'ont pas été affectés, vous pouvez continuer vos opérations. C'est sûr que ça réduit le risque. En fait, ça réduit le temps. Je vous invite également aussi, par le fait même, à vous rendre sur YouTube pour aller voir le reportage que notre président, M. André Roy, a fait parce que PMT Roy a été victime d'une cyberattaque il y a quelques années. Il explique et il le verbalise super bien. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était un hébergeur, justement, qui a été attaqué. Et puis, ça l'a pris plusieurs semaines avant de se remettre sur pied. Les employés ont dû travailler de l'ancienne manière là, avec papier, en fait. Là. Donc, c'est sûr que ça freine l'entreprise, ça freine une organisation versus, dans le cas d'un hameçonnage de 5 000 ça se fait relativement très bien. Les assureurs sont présents pour vous. Il y a des experts qui sont là. Donc, c'est pas inquiétant à ce niveau-là. Mais il y a eu plein de cas, dont Westrock, par exemple. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez cette entreprise-là. C'est une entreprise d'emballage, d'empaquetage. Il y a plusieurs bureaux partout, un petit peu dans le monde. Et puis, les opérations ont été arrêtées. Les hackers ont fait arrêter les systèmes. Donc, il y a eu des pertes subies, en fait, là, directement liées à la cyberattaque. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus de travail par rapport à ça. Les enquêtes sont plus longues. Les réclamations, évidemment, qui sont beaucoup plus longues. Mais dans le cas, justement, d'un hameçonnage, ça se fait relativement rapidement. Merci. Là, il y a une question, on va essayer de bien la couvrir, là, qui est plus sur la différence entre des transactions qui seraient corporatives versus personnelles. Ça, c'est peut-être un peu touché à répondre, parce que je pense que chaque cas serait d'espèce, mais Judith, tu me confirmeras, mais j'ai l'impression que le gros élément, ça va surtout être à savoir le dommage il est causé à qui, hein? Est-ce que ça pourrait être un peu ça? Le dommage est causé à qui? À l'entité,
tout à l'heure, on parlait d'un Gmail personnel, par exemple. Donc, c'est sûr qu'il y a une enquête qui est faite par rapport à ça et des experts en sinistre. Donc, c'est du cas par cas. Malheureusement, pour ces questions-là, c'est un petit peu plus, effectivement, pardonnez-moi l'anglicisme, un petit peu plus touché parce qu'on peut pas vous confirmer là, qu'est-ce qui se passerait dans des cas comme ça. Mais c'est sûr que l'assurance, c'est vraiment pour les entreprises. Donc, à ce niveau-là, ce serait un petit peu plus délicat là, dans le sens où si c'était votre compte personnel qui aurait été attaqué. C'est bon. Et peut-être une dernière pour la route. Je vois une question où on demande est-ce que l'assurance en cyber viendrait couvrir les sanctions liées à la loi 25? Ce qui est peut-être un peu différent des coûts en lien avec informer les gens, par exemple. Fait que, tantôt, Judith, je sais qu'on parlait du volet des tribunaux, si jamais il y a des tribunaux, si jamais il y a une poursuite. Fait que les sanctions, là, le fameux 25 millions que je parlais tout à l'heure, est-ce que ça serait couvert? Bien, c'est sûr qu'il y a des limitations sur nos polices d'assurance. Donc, ce serait par rapport aux limitations, mais oui, les sanctions seraient couvertes par rapport à la loi 25 parce que par rapport à nos les données en fait personnelles et confidentielles, c'est couvert sur la police d'assurance, mais effectivement que les frais juridiques et réglementaires, ça l'est aussi. Donc, ce sont des sections, des clauses sur la police d'assurance. Et puis, lorsque vous faites une réclamation, c'est vraiment tous les clauses qui sont en ligne de compte. Donc, toutes les informations que je vous ai mentionnées aujourd'hui, donc l'intervention en cas d'incident cybernétique, il y a des limitations par rapport à ça. Les crimes cybernétiques, il y a des limitations également. Donc, c'est sûr que si vous faites un paiement de rançon, exemple, de 100 000 et que votre police d'assurance cyber vous couvre pour 50 000, ben ce serait ce montant-là qui vous serait couvert. Mais pour ce qui est des sanctions, effectivement, que ce serait couvert également sur ce contrat-là. Ce que je comprends, puis je pense qu'on va conclure là-dessus, c'est que ça va être un élément important quand on va parler avec toi, Judith ou Bruno, de bien évaluer son besoin, puis de savoir qu'on a le bon niveau de protection d'assurance en fonction des risques qu'on subit potentiellement, mais également de ce qu'on est capable d'accepter comme risque. Okay. Et bien, pour conclure, de notre côté, du côté de CyberSWAT, pour ceux qui veulent continuer à en apprendre plus en cybersécurité, sachez qu'on a un canal Facebook ainsi qu'une page LinkedIn, donc vous pouvez nous suivre. Je suis pas mal certain que c'est la même chose du côté de PM Terroir. Et également, on a une section infolettres et blog sur notre site web. Donc, on écrit des articles de blog justement, récemment, on a ajouté un nouvel article de blog sur le volet Dark Web que je parlais au début de ma présentation. Fait que pour ceux qui veulent en savoir plus sur c'est quoi le Dark Web exactement, ça va être possible de le creuser. Donc, merci bien d'avoir été là aujourd'hui. Merci de votre participation. Je vois que quasiment là, tout le monde a pu rester jusqu'à la fin, même incluant la période de questions. Ça a été très dynamique. Moi, j'ai vraiment apprécié. Et merci Marc-Étienne, Judith, Bruno Pierre. Je ne sais pas, Marc-Étienne, peut-être le mot de la fin? Moi, je rajouterais peut-être, premièrement, merci à nos trois panélistes, à nos trois experts d'aujourd'hui. Ça a été très enrichissant. Et je pense que la clé, c'est là, vous avez eu une introduction. Je pense que la clé, c'est de continuer d'appeler chez CyberSWAT et d'appeler chez PM Terroir pour pour combler vos besoins et pousser vos questions davantage. Je pense que c'est vraiment ça la suite à faire afin de bien vous protéger. Fait que voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été là et d'avoir pris le temps.